Bienvenue dans cette session sur la détermination d'un prix de transfert. Pour déterminer un prix de transfert qui reflète les conditions du marché entre des entreprises non liées, les étapes suivantes doivent être suivies. Étape 1, l'analyse fonctionnelle. L'objectif de cette étape est de comprendre les fonctions exercées, les risques supportés et les actifs détenus par chaque partie impliquée dans la transaction. Cette analyse doit être effectuée à la lumière des spécificités du marché. En effet, l'importance des fonctions, des actifs et des risques varie selon le marché considéré. Par exemple, la valeur de la marque est souvent plus importante dans les activités de B2C que dans les activités de B2B. Étape 2, la caractérisation. L'analyse fonctionnelle permet de déterminer un entrepreneur et une entité routinière. L'entrepreneur sera l'entreprise ayant des fonctions à forte valeur ajoutée et qui supporte les risques les plus élevés. L'entrepreneur sera également l'entité qui développe et possède les actifs clés, notamment les actifs incorporels tels que le savoir-faire ou les brevets. En conséquence, l'entrepreneur sera l'entité ayant le profil fonctionnel le plus complexe et pour lequel une analyse de comparabilité sera rendue complexe également. L'entité routinière, en revanche, sera celle exécutant des fonctions standards et supportant des risques limités. Une analyse de comparabilité sera donc plus facile à réaliser. Étape 3. Quelles sont les conséquences économiques et financières ? Suite à la caractérisation de toutes les parties impliquées dans la transaction, on peut déduire la méthode de prix de transfert la plus appropriée à utiliser et la répartition des bénéfices qui en résultent. En effet, comme l'entité routinière a un profil fonctionnel moins complexe, elle recevra souvent une rémunération standard qui lui permettra de couvrir ses coûts et d'atteindre une marge garantie. Le niveau de marge garantie sera déterminé en fonction de la comparaison avec la marge réalisée par des entités indépendantes ayant un profil fonctionnel comparable. De l'autre côté, l'entrepreneur recevra le profit ou la perte résiduelle après la rémunération de l'entité routinière. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques exemples de fonctions, de risques et d'actifs qui sont notamment analysés dans le cadre des flux de produits. Veuillez noter que la liste n'est pas exhaustive et dépend vraiment du marché ainsi que de la typologie de transactions analysées. Dans les cas de flux de services, l'analyse fonctionnelle se concentrera davantage sur les services fournis que sur les fonctions, les risques ou les actifs. De même, pour les actifs incorporels, où la typologie des spécificités des actifs seront analysées en détail. Prenons l'exemple du marché des boissons alcoolisées et plus précisément la transaction entre l'entreprise de fabrication qui finit le produit fini et l'entité de distribution qui vend les produits finis aux consommateurs finaux. Dans cet exemple, l'entreprise de fabrication produit les produits finis et supporte donc tous les coûts de fabrication. De l'autre côté, l'entité de distribution achète les produits finis à l'entreprise de fabrication et les vend au consommateur final. Dans cette transaction, le prix de transfert à déterminer concerne le prix auquel l'entité de distribution achètera les produits finis à l'entreprise de fabrication. La question sous-jacente est de savoir comment déterminer l'allocation du profit consolidé du groupe entre l'entreprise de fabrication et l'entreprise de distribution. Pour le déterminer, nous procéderons étape par étape en commençant par la réalisation d'une analyse fonctionnelle, puis la caractérisation des parties impliquées dans la transaction et enfin, nous déterminerons le prix de transfert précis et l'allocation du profit qui en découle. La chaîne de valeur du groupe bêta comprend les éléments suivants. Recherche et développement, pour créer par exemple de nouveaux arômes, approvisionnement en matières premières, fabrication, vente et activité commerciale, services après-vente, services financiers, direction générale, ressources humaines, gestion de la structure, etc.
Ici, la transaction analysée concerne l'entreprise de fabrication et l'entité de distribution, et donc entre la fabrication et les ventes, entre les activités commerciales de la chaîne de valeur du groupe. Commençons maintenant l'analyse fonctionnelle de la transaction à analyser. Par exemple, supposons que l'entité de production exerce les fonctions suivantes: recherche et développement, gestion de la chaîne d'approvisionnement, planification de la fabrication et contrôle qualité. Elle supporte également le risque de défaut de fabrication. En ce qui concerne les actifs détenus, elle détient et développe la marque, ainsi que maîtrise le savoir-faire en matière de fabrication. D'autre part, l'entreprise de distribution effectue les fonctions suivantes: stratégie marketing, stratégie de distribution, gestion des commandes, tarification, vente, service après-vente. Elle supporte également le risque de marché et le risque d'insolvabilité des consommateurs. En ce qui concerne les actifs détenus, elle a développé au fil des années un réseau de clients pour vendre les produits aux consommateurs finaux. En ce qui concerne l'industrie des boissons alcoolisées, la marque et les processus de fabrication sont essentiels pour différencier les produits du groupe de ceux des concurrents et séduire le consommateur. Suite à cette analyse fonctionnelle, si nous considérons que l'entreprise de production apporte plus au groupe que l'entreprise de distribution, l'entité testée, l'entité routinière, sera l'entreprise de distribution. En conséquence, l'entreprise de fabrication sera caractérisée comme entrepreneur et l'entreprise de distribution comme routinière. Par conséquent, l'entité de distribution recevra une rémunération pour couvrir ses charges et atteindre une marge garantie, tandis que l'entreprise de fabrication recevra le profit résiduel ou éventuellement la perte. Pour déterminer le niveau de marge approprié à garantir à l'entreprise de distribution, nous allons chercher des entreprises comparables, indépendantes, impliquées dans la distribution de boissons alcoolisées. Pour identifier les entreprises pouvant être considérées comme comparables, nous devons examiner 3 facteurs de comparabilité. Tout d'abord, la comparabilité des produits ou services. Le premier facteur, le plus important, est celui-ci. L'entreprise comparable doit opérer sur un marché similaire à celui de l'entreprise testée et en tant que telle, vendre des biens ou fournir des services similaires à ceux de l'entreprise testée. Le deuxième critère est celui de l'indépendance de l'entreprise. Nous recherchons des marges qui ne sont affectées que par l'activité principale de l'entreprise, sans effet des prix de transfert éventuels de transactions internes. L'entreprise doit donc être indépendante et ne pas faire partie d'un groupe. Comparabilité fonctionnelle. Le dernier facteur est celui de la comparabilité fonctionnelle. L'entreprise comparable doit avoir des fonctions, des risques et des actifs similaires à ceux de l'entreprise testée. En d'autres termes, le rôle de l'entreprise comparable dans la chaîne de valeur du produit doit être similaire au rôle de l'entreprise testée dans notre propre chaîne de valeur. Dans notre exemple, nous cherchons donc des entreprises indépendantes qui exercent des fonctions de distribution et distribuent des boissons alcoolisées. Alors, regardons l'entreprise Belin. Comme nous l'avons dit, 3 critères à évaluer. Ils doivent être remplis. Ici, par exemple, regardons l'indépendance. L'entreprise Belin fait-elle partie d'un groupe? Eh bien oui, l'entreprise Belin fait partie du groupe Mondelez International, qui produit également divers autres types de produits. Comme l'entreprise Belin n'est pas indépendante, elle ne peut pas être considérée comme comparable. Même si le fait que Belin fasse partie d'un groupe est suffisant pour l'exclure de la liste des entreprises comparables, nous pouvons également constater que cette entreprise produit et distribue des gâteaux apéritifs. La comparabilité des services ou des biens n'est pas non plus satisfaite ici. Le manque d'indépendance et le fait qu'elle ne distribue pas de boissons alcoolisées
élimine l'entreprise Belin de la liste des entreprises comparables potentielles. La deuxième entreprise à examiner est la société Rémy Cointreau. Cette entreprise vend des boissons alcoolisées à l'échelle mondiale. Les produits sont similaires à ceux vendus par notre entreprise testée. Cependant, Rémy Cointreau est un groupe organisé avec des filiales partout dans le monde. Cette entreprise n'est pas indépendante. Par conséquent, Rémy Cointreau ne peut pas être considéré comme un comparable approprié pour notre test. Examinons maintenant l'entreprise Vinlius Bollard. Premier critère, l'indépendance. Sur leur site web, il est indiqué que l'entreprise est une entreprise familiale située en Belgique. Le site web étant un bon indicateur, mais non suffisant, regardons la base de données Orbis. Orbis centralise des informations sur 400 millions d'entreprises dans le monde. Cela aide le processus de prix de transfert en fournissant des informations utiles pouvant être comparées à notre entreprise testée. Revenons à notre exemple, nous pouvons voir sur cette base de données, dans la sélection des informations sur la taille et le groupe, que l'entreprise n'a pas d'actionnaire ni de filiale. Nous pouvons dire avec plus de confiance que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe. Maintenant, regardons la comparabilité des produits. Si nous examinons à nouveau le site web, nous pouvons voir que cette entreprise produit et distribue des boissons alcoolisées. Il semble que ces produits soient similaires à ceux distribués par notre entreprise testée. Maintenant, pour nous rassurer, jetons également un coup d'œil à la base de données Orbis pour voir comment cette entreprise est décrite. La description commerciale indique que l'entreprise est principalement engagée dans la distribution en gros de boissons alcoolisées et autres. Dans la section des produits et services, on trouve boissons alcoolisées et autres. L'activité de l'entreprise Vinlius Bollard tourne autour de produits similaires à ceux de notre entreprise testée. Cette entreprise réussit bien le test de comparabilité des produits. Pour rappel, l'objectif de cette analyse est de rechercher les marges nettes issues d'une activité similaire à celle que nous testons. Comme Vinlius Bollard est à la fois impliqué dans des activités de fabrication et de distribution, l'identification de sa marge opérationnelle provenant uniquement de ses activités de distribution sera complexe à déterminer. Par conséquent, Vinlius Bollard doit être exclu en tant que société comparable pour l'entreprise de distribution du groupe Beta. Jetons un dernier coup d'œil à une autre entreprise, l'entreprise Wilkinson Vintner. Tout d'abord, nous devons examiner le critère de l'indépendance. Nous pouvons voir dans le tableau de propriété que les actionnaires de Wilkinson Vintners sont des individus et non des entreprises. Ce tableau nous indique également que cette entreprise, potentiellement comparable, ne possède aucune filiale. Wilkinson Vintners n'est détenue ni ne détient aucune entreprise. Cette entreprise ne fait donc pas partie d'un groupe. Le critère de l'indépendance est respecté. Le premier critère étant vérifié, examinons le deuxième, la comparabilité fonctionnelle. Dans la description de l'entreprise, il est indiqué que l'entité est engagée dans la distribution en gros de boissons alcoolisées. Aucun processus de fabrication n'est mentionné, ce qui signifie que l'entreprise n'achète que des produits finis pour les vendre aux consommateurs finaux. Tout comme notre entreprise testée, l'activité de Wilkinson Vintner consiste dans la distribution de boissons alcoolisées. Cela signifie qu'elle assume les mêmes fonctions dans la chaîne de valeur. Le deuxième critère est donc respecté. Les deux premiers critères sont vérifiés. Regardons le dernier. Les produits sont-ils similaires à ceux vendus par notre entreprise testée ? Eh bien, sur son site web, cette entreprise se décrit comme un détenteur de vins fins, ce qui signifie que son activité consiste en la distribution de boissons alcoolisées. Chaque critère de comparabilité est vérifié. Nous pouvons donc affirmer en toute sécurité que Wilkinson Vintner est un comparable approprié pour tester notre entreprise.
Une fois cette étape conclue, nous utiliserons les marges opérationnelles des 3 années précédentes à l'année en cours et nous ferons la moyenne. La marge opérationnelle obtenue par Wilkinson-Wintner peut ensuite être utilisée pour établir la marge opérationnelle garantie pour la société de distribution du groupe Beta. Un seul comparable n'est pas suffisant pour établir un prix de transfert adéquat et fiable. Il sera nécessaire de trouver de nombreuses autres entreprises comparables et leur marge moyenne afin d'obtenir une gamme de marges. En effet, l'analyse est plus fiable et moins susceptible d'être contestée par l'administration fiscale lorsqu'une fourchette est trouvée plutôt qu'un prix fixe. Maintenant, vous comprenez mieux le processus de comparabilité et comment un prix de transfert est déterminé. Cet exemple portait sur une usine de production qui est un actif physique difficile à délocaliser. Cependant, les actifs immatériels peuvent être délocalisés plus facilement avec des impacts limités pour l'entreprise si une licence d'utilisation de l'actif immatériel est accordée. Un brevet, par exemple, ou une marque peuvent être facilement transférés vers une autre juridiction à des fins fiscales sans grand impact sur le processus commercial. C'est la raison pour laquelle l'OCDE recommande d'effectuer une analyse d'EMPI pour chaque actif immatériel clé détenu par un groupe. Cela consiste à analyser quelle entité effectue quelle fonction et supporte quel risque associé. Le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation. En effet, selon les directives de l'OCDE et à la suite de plusieurs affaires juridiques célèbres, la détention légale d'un actif immatériel ne donne pas à elle seule droit à une rémunération. C'est donc l'entité chargée d'effectuer les fonctions d'EMPI, qui peut être l'entité détenant légalement l'actif immatériel ou non, qui peut avoir droit à une rémunération. Cette analyse d'EMPI ne s'applique qu'aux actifs immatériels. Ainsi se conclut cette session sur la méthodologie de l'analyse des prix de transfert. Attention, la méthodologie ne doit pas être confondue avec la méthode des prix de transfert qui seront abordées dans un prochain chapitre.